qu'il y a des plaidoiries quand on est avocat qu'on ne peut jamais oublier? Ah oui. Ah oui. Je pense que c'est vrai pour tout avocat. Il y a certaines plaidoiries qu'on investit terriblement, qui sont les plus importantes de votre vie. Quand vous plaidez pour quelqu'un aux assises, en général, vous n'oubliez pas. Ça vous marque pour toujours. Mais parfois, ça peut être des affaires familiales. Moi, j'en ai le souvenir. La garde d'enfants, très disputée. C'est dur. Vous avez beaucoup sur vos épaules. Vous avez éventuellement des vies humaines, celle de l'enfant, celle du père, celle de la mère. Les premières plaidoiries sont lourdes, et puis après, il y a les plaidoiries dans les affaires hors normes. Ça, j'en ai eu. Bonsoir Charles Malka. Merci de passer la soirée avec nous, Thibaut. Salut. Enchanté. Alors, on n'est pas dans la salle où vous avez plaidé pour Charlie Hebdo. Elle est en dessous, elle est beaucoup plus grande. Infiniment plus grande. Pour l'instant, il y a une audience. On essaiera de voir tout à l'heure si on peut passer. Est-ce que vous aviez le recul nécessaire pour plaider dans cette affaire? Ah, vous commencez dur, là. Ouais. Direct. Ah oui, mais oui. Vous me posez une des questions qui a été les plus difficiles de ma vie d'avocat. Je l'avais écrit d'ailleurs dans Charlie juste avant de commencer le procès. Je vous avais dit, je ne sais pas où je vais rentrer dans cette salle et je ne sais pas où je vais m'asseoir. Est-ce que je vais m'asseoir avec mes confrères avocats, parce que je suis l'avocat des éditions rotatives de Charlie Hebdo dans cette affaire? Est-ce que je vais m'asseoir plutôt avec mes copains, victimes, partie civile, ou avec les familles, avec une robe, sans robe? Où est ma place? Ma position était impossible dans cette affaire. Je l'avais dit, c'était l'endroit où il n'y avait pas d'autre endroit au monde où j'aurais moins souhaité être, mais en même temps, je ne pouvais pas être ailleurs. C'était impossible. C'était ma place. Mais c'était horrible d'y être. Parce que un avocat, ça doit avoir une distance. Et oui, c'est ça. Alors, j'avais résolu un peu ça en étant l'avocat de la société, donc du principe. Des personnes, des victimes, j'aurais été incapable. Là, c'était trop proche de moi. Et puis, dans cette affaire, j'ai été avocat, témoin, acteur, enfin, j'ai eu tous les rôles. Donc, il y avait une dimension tragique pour moi, schizophrénique quasiment. Mais je ne pouvais pas être ailleurs. Et on n'aurait pas compris que je sois ailleurs. Est-ce que vous avez plaidé comme, je ne sais pas si c'est possible, comme un ami plus que comme un avocat, ou non? On arrive à se dissocier, à être quelqu'un d'autre, à redevenir clinique. Dissocier dans la vie. Ouais. Il faut. J'ai résolu ça, comme je vous le dis, comme je défendais un principe, la liberté d'expression. J'ai mis à distance autant que possible l'émotion. Enfin, elle m'a rattrapé. Alors, j'ai parlé de l'histoire, j'ai parlé de la philosophie, j'ai parlé des grands principes, de la politique. Ce qui permet de désincarner émotionnellement un peu les choses. Parce que parler de Ries, de Cabu, de Wolinski, je l'ai fait un peu, en passant, évidemment. Mais j'aurais été incapable de plaider. C'était au-dessus de mes forces, pour le coup. Comment ça se passe? Parce qu'un endroit comme ça, on le voit dans les films, beaucoup, certains connaissent bien, beaucoup ne connaissent pas. Vous êtes là, vous n'étiez pas ici. Vous étiez plutôt de l'autre côté. Évidemment, mais alors on fait ça... Alors ça, l'avocat, il est là parce qu'il y a son client qui est dans le box. Oui. Alors derrière. Là, c'était pas votre cas, vous étiez de l'autre côté. Oui, moi j'étais partie civile. D'accord. Mais en fait, alors chaque chambre peut être d'ailleurs, ne sont pas toutes disposées de la même manière. Et puis l'avocat peut plaider où il veut. On peut plaider là, on peut plaider là, à la barre du tribunal. On peut marcher. On peut marcher. Prendre de la place. Ah, c'est un moment de liberté, la plaidoirie. Moi, je marche jamais. Je suis derrière mon pupitre et je sue. Et ma robe est trempée. Mais oui, on peut marcher. Moi, j'ai connu ça se fait moins, mais j'ai connu des avocats très théâtraux. Et vous écrivez tout? Alors oui, en particulier celle-là, mais plus généralement, je suis très angoissé. La parole n'est pas mon média naturel, c'est plutôt l'écrit, bizarrement. Donc j'ai besoin de me rassurer.
Et pour me rassurer, j'ai besoin d'écrire à la virgule près, y compris les fautes, les blagues, les silences. Vraiment, j'ai besoin. Et ça me rassure. Alors après, sauf pour ces plaidoiries-là, je m'en détache. Je coupe, je rallonge en fonction de ce qui se passe à l'audience. Et évidemment, il faut intégrer tout ce qui se passe. Et c'est là que parfois ça surgit. Et il faut se donner de la liberté. Pour ces plaidoiries-là, j'étais au mot près. C'est tellement délicat. Il y avait tellement de pression de ceux qui étaient dans la salle, qui étaient il y avait les parents de Charb. Pour moi, je ne pouvais pas décevoir. Il y avait Véronique Cabu, il y avait la famille Wolinski, il y avait mes potes, il y avait Rhys, les survivants. Donc et puis il y avait le monde entier. Donc on plaide pour la salle, on plaide pour le monde entier, représenté par vous, les journalistes, mais surtout, et c'est là que c'était compliqué, il y a les magistrats. Parce qu'a priori, on plaide d'abord pour eux. Oui, bien sûr. Et mon exercice, alors je pourrais me permettre, parce que pour le coup, j'étais tellement associé à cette histoire que j'avais une très grande liberté. Mais je n'ai pas du tout fait une plaidoirie d'assises. Devant une cour d'assises, vous êtes censé démontrer la culpabilité des personnes qui sont jugées. Les magistrats, ils doivent juger des gens. Et moi, vous avez fait autre chose. Il y a eu deux plaidoiries, parce qu'il y en avait une au premier procès, une en appel, une qui était sur la liberté d'expression et l'autre sur la religion. Sur le Coran. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec ces magistrats. Vous avez le droit de faire ça? J'ai tous les droits. C'est mon espace de liberté. Oui. Et par ailleurs, voilà, on m'attendait, personne n'aurait osé m'interrompre dans ce dossier. Dans tous les autres, oui, mais pas dans celui-là. C'était pas possible. Donc je me suis permis de faire ce que je voulais faire. Donc une plaidoirie très politique, très idéologique. Habituellement, on les fait dans la 17e chambre, la chambre de la presse. C'est ce qui est mon terrain habituel, mais jamais devant une cour d'assises. Donc, je voyais bien que les magistrats, ils se demandaient où est-ce que j'allais, c'était quoi ce truc-là. Puis en plus, on avait des masques. C'était le Covid. Eux avaient des masques. Et c'est pour ça que... Vous avez le droit de l'enlever? Non. Non, vous plaidiez avec le masque. Ah oui. Et ça, c'est pas grave. Le pire, c'était pour moi, c'était de ne pas voir leur visage. J'ai besoin de ça. Ah, les réactions. Moi, je fonctionne énormément à ça. On parle beaucoup de mon sourire. C'est fait pour ça aussi. C'est fait pour adoucir, enfin, instinctivement, je ne le calcule pas, mais ça adoucit la dureté des propos que je peux prononcer. Est-ce qu'une plaidoirie peut devenir un objet littéraire, une œuvre? Globalement, est-ce que c'en est une à la base? Non, c'est fait pour... Ça s'envole, les mots, c'est éphémère, ça se perd. Alors, en l'occurrence, comme elle était écrite, à la main, je la finis, je pense que j'ai complètement foiré. Ça a été, je pense, la pire plaidoirie de ma vie. En plaidant, je me dis, je foire, je passe complètement à côté. La pression était telle, le fait de ne pas voir les visages, je ressens rien. Et donc, c'était une douleur. Et 1h20, c'est long quand vous pensez que vous foirez. C'est très, très long. Il faut continuer, minute après minute. Horrible. C'est vraiment le pire souvenir de ma vie. Et quand je finis, là, je pense que ça a été que je me suis ridiculisé, en fait. Je me suis ridiculisé là où c'était le rendez-vous de ma vie, en gros, judiciaire. Et là, tout le monde me tombe dans les bras, les parents de Charb, tout le monde est très ému, tout le monde me félicite. Je comprends que j'ai pas tant raté que ça. Et puis après, il y a les journalistes du Monde qui, 5 minutes après, m'appellent en me disant tu te démerdes, mais envoie-nous ta plaidoirie. Mais comment tu veux que je fasse? Je ne l'ai pas tapé, donc je ne peux pas appuyer sur un bouton pour l'envoyer. Donc je retourne au cabinet, je scanne mes feuilles écrites à la main avec 50 000 fautes d'orthographe par page, avec des ratures, et puis je l'envoie. Et elle est publiée le lendemain intégralement. Et donc là, ça commence à devenir de l'écrit. Ouais, c'est ça. Un objet un peu littéraire. Et ensuite, mon éditeur de romans voit ça et me dit, mais non, mais il faut en faire un petit livre. Bon, moi, je leur dis, mais c'est une plaidoirie, ça va pas marcher. Et ils me disent, oui, ça va pas marcher, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est un truc de témoignage, faut que ça existe, faut que ça reste. Et ils en sortent, je sais pas, je crois qu'on a tiré à 3000 ou à 5000 exemplaires. Et ils s'en est vendu combien? Alors, on approche les 150 000 et des traductions partout en Europe. Parce qu'il y avait une caméra? C'était filmé? Ah oui, c'était filmé. Est-ce que vous êtes revus?
Ah bah non. On ne peut pas. Ah non, c'est dans Personne. 50 ans ça. Oui, c'est ça. Mais Ah même bah vous. oui. Ah non, peut-être je me reverrai, mais je serai très très vieux. Hein. Parce que oui, je sais que moi, j'y ai pas accès, mais je me suis dit, vous, peut-être. Vous non plus. Ah bah non. Non, non, non. Alors ça a changé la loi depuis. Mais à l'époque, c'est Robert Badinter qui avait ouvert cette possibilité de filmer, mais c'était vraiment à dessin historique. Donc ça, il faut attendre 50 ans, voilà. Donc ça a été filmé, tout le procès, mais c'est pour les historiens. Est-ce que vous avez l'impression, en écrivant, d'une certaine manière, de faire le tour de la question et dire, bon, bah, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. C'est là-dedans. C'est pour ça. C'est là-dedans. Il y a ce livre, Après Dieu. Oui. Là, c'était ça l'objectif de ce livre, c'était ça. C'était de dire vraiment tout ce que j'avais à dire. Et dans une plaidoirie, c'est pas possible, parce que quand même, d'abord, on est limité par le temps, on ne peut pas plaider 4 heures. Et puis, c'est de l'oralité, donc il y a quand même... Enfin, il faut simplifier, sinon on perd son auditoire. Et puis, c'est quand même concentré autour d'un propos. La première fois, la liberté d'expression. La deuxième fois, que dit au fond le Coran du blasphème et de la liberté d'expression? Quel est le rapport de l'islam et de la liberté, de l'islam et de la raison? Il faut expliquer que vous êtes enfermé dans le Panthéon toute une nuit. C'est la collection Stock qui fait ça, ma nuit au musée. Vous avez choisi le Panthéon. Bizarre. C'est un musée, le Panthéon? C'est le musée des morts. Ouais. Et pour que ça ait du sens, j'ai eu envie de parler de religion avec Voltaire qui se trouve au Panthéon. On y va? On y va. Salle d'audience. Vous connaissez, ça vous impressionne pas, mais nous, ça nous impressionne avec Riyad. Hein. Alors, pour être honnête, j'ai quand même usé ma robe davantage à l'ancien palais qu'au nouveau. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que vous commencez à l'aimer, ce nouveau palais, ou pas tant que ça? Par rapport à l'ancien, qui est totalement moyenâgeux, poétique, la tour de la Reine Blanche, il a 1000 ans, les fresques, les lambris, les peintures, l'antiquité partout, les bancs en bois, et puis j'y ai passé 25 ans de ma vie. Et puis il y a la 17e chambre, il est magnifique, il est sublime. Oui. Il a un cachet, un caractère qui n'a pas grand-chose à voir avec ce palais qui est quand même assez sobre, plus fonctionnel. C'était une salle juste là? Ouais, c'est ça. Quelle était l'ambiance générale avec du recul? S'il y avait de la peur, de l'inquiétude, de la tension, de l'attente? Déjà, moi, vous pouvez imaginer la tension, la pression... qui était colossal. J'ai d'ailleurs fini bien malade. Après, il y a eu 3 attentats. L'attentat au hachoir, devant les locaux de Charlie Hebdo, la basilique de Nice, et puis surtout Samuel Paty. Là, le choc était immense. Tout ça pendant Charlie, pendant le procès. À chaque fois, fallait ce qui se passait à l'extérieur, évidemment, ça avait une répercussion à l'intérieur. Et puis, moi, ce que je portais, c'était pas tant, pour le coup, j'ai eu beaucoup de confrères qui faisaient ça, c'était pas tant la bataille judiciaire dans la salle d'audience. Mon propos était politique. Ce qui était cohérent, puisque je défendais l'idée. Donc mon travail, il était là. Il était de faire passer des messages, d'essayer de faire bouger cette opinion publique. Et elle a bougé à ce moment-là. C'était plus médiatique que judiciaire. Mon rôle, à ce moment-là. Oui. À ce moment-là, oui. Ce premier procès, oui, clairement. La plaidoirie, c'est marrant, parce que vous m'avez dit que c'était pas un bon moment. Mais pourtant, on a l'impression que les avocats vivent pour ça. Non, mais en général, oui, mais celle-là était tellement particulière. Non, mais pour moi, pour moi, de toute façon, c'est toujours une souffrance. C'est pas naturel. Donc, attention, il faut pas qu'il tombe. C'est Riyad en marche arrière. Hop, c'est bon, attention, il est parti. Là, vous me faites peur. Il fait le tapis roulant. Et hop, c'est bon. Vous savez, on a fait beaucoup des émissions. Il tient debout, normalement. Mais est-ce que quand vous y êtes, vous avez autant envie de gagner que ça? Ou au fond, vous êtes un avocat? Alors oui, il y a certains procès qui sont vraiment engageants, celui de Charlie plus que les autres encore. Mais est-ce que moi je me dis toujours, bon, mon avocat, il a plein d'affaires, peut-être qu'il s'en fout complètement. Non, bien sûr qu'on veut gagner.
Bien sûr qu'on va gagner. Mais c'est insupportable, l'échec est insupportable. C'est-à-dire qu'il faut à chaque procès, à chaque affaire, on repart et on est au même niveau à 100%. Ah, je mentirais si je disais à chaque, parce qu'il y a des dossiers où on s'investit moins que d'autres, où on y croit moins que d'autres. Ouais. Bon. Ah oui, on y croit. Ça, non, mais c'est vrai. Parfois, vous allez dans une affaire et parfois, vous savez que vous n'avez pas le bon dossier, votre dossier n'est pas bon. Ouais. Ouais, on n'est pas idiot. Ouais. On sait que là, il y a quand même grande chance de perdre. Mais pour des raisons ou pour une autre, est-ce qu'on ne choisit pas, on y va. Et donc là, si on perd, on le vit moins mal, puisqu'on se dit que quelque part, c'est normal. Mais quand on est quand même dressé on se convainc d'avoir raison. On se convainc qu'on est du bon côté. Et perdre un dossier quand on est convaincu qu'on est du bon côté, c'est horrible. Vous le traînez pendant des mois. La victoire, elle passe en 2 heures. Hein. Ouais. Les dossiers que j'ai perdus alors que je pensais devoir les gagner, il y en a, ça fait 30 ans, je m'en rappelle encore. Bon, alors vous vous êtes fait un copain. Avec François-Marie ? Oui. J'en connais 2 en fait, des François-Marie. Ah bon ? Bah oui, le deuxième c'est Bagné. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors celui-là, ce François-Marie-là, il a un petit surnom. Enfin, un surnom, non, un pseudo d'ailleurs, Voltaire. Ouais. Vous cherchez ses réponses ou vous attendez qu'il vous les donne dans cette nuit au Panthéon avec lui ? Ah, là c'est une question piège. J'ai essayé d'être honnête. Ouais. Et parfois ça se ressent parce qu'il n'a pas le positionnement que j'aimerais qu'il ait. Parce qu'il a vécu en Angleterre, qu'il a une vision assez libérale. Voilà, par exemple, je le dis sur le voile, je ne suis pas sûr qu'on serait d'accord aujourd'hui. Je l'interroge sur son antisémitisme, sur ses dérapages homophobes. Donc j'essaie de mettre à 250 ans de distance dans sa tête. Ouais. Mais enfin, c'est quand même. Oui, alors ça, c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, dans une époque où on parle de cancel culture, on veut déboulonner certaines statues, mettons-nous à l'aise. Vous arrivez à vous mettre à sa place et à vous dire tiens, à l'époque c'était quand même un progressiste. Oui, parce que j'essaie d'être honnête dans ce que je fais, donc regarder le passé avec les lunettes d'aujourd'hui, évidemment ça n'a aucun sens. Oui, enfin vous le dites, et moi je suis assez persuadé de ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais il faut là où précisément, en parlant avec des historiens, en parlant avec Elisabeth Badinter, il a aussi une spécificité, c'est que par exemple il est homophobe. Ouais. À une époque où, dans l'aristocratie, l'homosexualité est assez bien acceptée. Donc là, il est pas en accord avec son époque. Oui. Donc là, il y a vraiment matière à l'interroger, parce que les Condorcet, Diderot, ils ne sont pas du tout homophobes. Ouais. Lui, il l'est. Il a des propos franchement choquants. Sur l'antisémitisme, c'est pas... Alors là, pour le coup, c'est différent, parce que tout le monde est antisémite à l'époque. D'accord. Mais il y a des philosophes qui ne le sont pas. Ses copains, ils le sont. Condorcet, pareil, il ne l'est pas. On commence quand même à réfléchir sur la question. Peut-être qu'on peut revenir en arrière. Vous avez toujours voulu être avocat ou pas ? Si vous en parlez. J'ai jamais voulu être avocat. Toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Bah si, parce que je pense qu'il n'y a aucun métier au monde qui m'aurait mieux convenu en fait. Donc ma bonne étoile m'a guidé là où je devais être. Mais je n'ai jamais voulu être avocat. Mais jamais. Mais même quand j'ai eu mon diplôme, enfin même quand j'ai passé le concours pour accéder à l'école des avocats, je me disais que j'allais être prof de droit. Vous ne voyez pas du tout avocat. C'est vraiment, j'ai suivi le mouvement. Vos parents ressemblent à quoi ? Votre famille ressemble à quoi ? Ma famille, c'est une famille qui vient du Maroc. Ouais. Vos parents sont nés au Maroc ? Mes 2 parents sont nés à Meknes, au Maroc. Et vous êtes né en France ? Et moi, je suis né en France. Mon père vient en France en 1948, très tôt. Leur langue maternelle, c'est l'arabe, tous les 2. Ouais. Ils viennent d'un milieu relativement populaire, surtout mon père. Il est couturier, il travaille au Maroc pour l'armée française, mais à partir de l'âge de 13 ans, j'imagine. Ah oui, d'accord.
Et il coud des uniformes. Okay, il a vraiment ça, je le restera jusqu'au bout. C'était impressionnant quand il est mort. À la fin, il avait un peu perdu sa tête, donc il ne parlait plus qu'arabe. Ah oui, d'accord. Donc aucun de nous ne comprend. Donc on ne pouvait plus se parler. Ah, il ne vous a jamais appris l'arabe? Non. Et en fait, c'est l'infirmière qui venait elle aussi du Maroc qui nous traduisait ce que nous disait notre père. Ou ma mère quand elle était là, mais nous on ne comprenait pas. Est-ce qu'ils croyaient en quelque chose de supérieur? Mes parents? Ouais. Je ne saurais même pas vous le dire. Non, je ne saurais pas vous le dire. Et ils vous ont pas éduqué parce que ça pouvait être une époque. Non, ils nous ont éduqué. C'est ce qui énervait Voltaire d'ailleurs dans la religion juive. C'était que ça pouvait être une religion sans Dieu. Oui. C'est-à-dire que c'est l'inverse de ce qu'il pensait lui. C'est un Dieu sans religion. Donc mes parents étaient pratiquants, on faisait les grandes fêtes, Kippour, Pessah, on mangeait pas de pain. Okay. Mon père me traînait à la synagogue, je comprenais rien, je m'emmerdais, mais j'y allais pour lui faire plaisir. On mangeait kasher, mais c'était pas relié à de la croyance, c'était relié à une culture. La culture, c'est ça. Ouais. Donc, et aujourd'hui, où je me déclare athée du matin au soir sur tous les médias. Oui. C'est la première fois que vous le dites de la soirée. Quand je vais pour faire plaisir à ma mère une fois par an pour le décès de mon père à la synagogue, ça pose aucun problème en fait. Et puis tout le monde est très content de. En fait, on peut. Ils vous en veulent pas. Pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. Et même ils me font monter, porter peut-être qu'ils vous chambrent. Ils vous chambrent un peu. Peut-être qu'ils se disent allez, on se le paye. Pas de problème en fait. Ouais. Et ça, j'aime bien ça dans la religion juive pour le coup, où on peut croire, pas croire, c'est pas très important. C'est pas le principal. On sort? On sort. Pourquoi on est là déjà? J'ai travaillé là pendant 20 ans. En fait. Vous avez votre cabinet ici? Là, voilà. Là, d'accord. C'était votre cabinet? C'était un cabinet d'avocat. Ok. De 1999 à 2020. Ok. Donc pendant 21 ans, quand je m'installe, j'arrête d'être collaborateur, je m'installe à mon propre nom, je mets ma plaque là. Ouais. Richard Malka, avocat, avec 2 copains. Elle a dû être enlevée, on voit qu'il y a des traces de plaques là. Ça me fait quelque chose de revenir là. Elle devait être là. Bah oui. Et on payait notre loyer, notre propriétaire. C'est là où on va aller. Allez, on y va. Bonsoir. Malka, bonsoir. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon, enchanté. Voilà, donc là je vais en étonner quelques-uns. Oui. Merci de me recevoir, monsieur. Très bien. Alors, ceci dit, je sais pas si. Je vais le dire. Je reçois de gentils petits mots adorables de la conférence des évêques en permanence depuis la publication de ce livre. Ah bon? Ben voilà, donc vous voyez. C'est bien. Voilà le bâtiment. En fait, il y a l'église des Dominicains dans cette cour. C'est fascinant quand même. C'est un couvent. Tous les dossiers Charlie Hebdo, je les travaillais en regardant votre église. Voilà. Je venais là et puis j'étais au calme, j'étais tranquille et j'ai pas d'hostilité envers les religions, quelles qu'elles soient. J'ai une méfiance envers parfois leur tentation à devenir dogmatique et à vouloir imposer aux hommes ce qu'ils doivent faire alors qu'ils n'ont pas envie de le faire. Mais c'est pas une hostilité. C'est la religion comme spiritualité, comme vie intérieure, intime. C'est très bien, ça donne du sens à ceux qui veulent, et c'est à ceux qui en trouvent là, mais qu'on ne cherche pas à l'imposer aux autres. Merci de nous accueillir aussi tard. Elle est magnifique, et il n'y a jamais personne, parce que comme elle est complètement encaissée, il n'y a jamais personne. Est-ce que la religion, vous en parlez beaucoup, souvent, bah oui, elle a une tendance peut-être à vous obséder un peu? Ah bah oui. Plus largement, la question du sens de la vie obsède. Ouais. Et puis plus vous avancez, plus ça vous obsède. Qu'est-ce qui fait que tout ça n'est pas absurde, qu'il y a le moindre sens à ce que l'on fait? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se fait pas sauter la tête, quoi? Parce qu'on se dit que c'est une farce qui n'a strictement aucun sens, que quoi qu'on fasse, ça ne changera rien.
que c'est un battement, on vit le temps d'un battement de paupières à l'échelle de l'univers. Donc il faut trouver du sens. Et évidemment, dans cette question du sens, la religion c'est fait pour ça, c'est fait pour donner du sens. Mon sens, c'est la liberté, c'est mon combat, c'est ma cause, avec mes amis de Charlie. Et qu'est-ce qui est les ennemis, parmi les ennemis de la liberté, il y a quand même eu depuis quelques millénaires la religion. C'est le système prédateur de liberté. Et aujourd'hui, c'est celui qui a tué mes amis. Et puis c'est l'hypocrisie. Ça m'est insupportable en fait. L'atteinte, la volonté ça dépasse la religion, c'est la condition humaine de dire aux gens, la volonté de dire aux gens comment ils doivent vivre, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, qui ils doivent aimer, qui ils ne doivent pas aimer, ce qu'ils doivent manger, comment ils doivent s'habiller, c'est insupportable. Je suis allergique. Et je suis allergique à ce qu'on puisse renoncer à sa liberté. Donc j'ai envie de convaincre en fait, j'ai envie de prendre les gens, de leur dire mais réveille-toi, vaut mieux vivre avec la conscience de la mort que accepter d'être un mort-vivant toute sa vie. C'est étonnant de dire ça ici. Est-ce que vous êtes en train de blasphémer? Mais je crois pas que je blasphème. Peut-être, hein, c'est pas moi de le dire. Je crois pas qu'on blasphème, qu'on est sincère. Enfin, la raison, elle est centrale dans la question religieuse. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Benoît XVI, dans son fameux discours de Ratisbonne. Elle est centrale pour les musulmans dès l'origine. C'était mon précédent livre, traité sur l'intolérance, avec les Mutazilites, qui est la première école de réflexion de l'islam, qui met la raison au cœur de l'islam et qui apprend aux autres religions à penser la raison, qui va terriblement influencer et le judaïsme et le christianisme. Il y a cette église, il y a un cloître à côté. Il y a un cloître. Ouais. Absolument. On va aller voir. On peut aller voir. Alors là, pour le coup, je ne le connais pas. Et ça vaut le coup, non? Ça valait le coup. Là, j'admets que ça valait le coup. Merci de nous avoir emmenés ici. Comment on fait pour faire avancer ces idées au maximum, quitte à ce que ça devienne une part importante de la Constitution, de la République, sans restreindre la liberté de croyance? C'est difficile. Non, si, c'est difficile. C'est pas si difficile que ça. Encore une fois, c'est une délimitation du champ de la croyance. Oui, mais comme vous allez plus loin que la laïcité devrait suffire. Par exemple, sur la question du voile, moi je veux pas entraver les gens je veux pas interdire aux femmes qui portent le voile de porter le voile dans la rue ou à l'université. Si elles sont majeures, elles sont majeures. Donc là, c'est mon principe de liberté qui prend le dessus. C'est une mise en... Voilà. Mais personne ne m'empêchera de dire que le voile est un symbole moyenâgeux et masculiniste. Voilà. Après, si les gens veulent le porter, je ne vais pas me faire totalitaire. Mais par contre, il faut le dire. Et il faut le dire comme ça. Quelle que soit la motivation de la personne qui porte le voile, peut être très complexe. Et il y a des jeunes femmes qui portent le voile et qui sont totalement républicaines. Et j'en ai eu l'exemple. Voire même parfois qui sont là complètement, qui sont en défense de la laïcité. Donc c'est complexe. Et puis ma grand-mère portait le voile. Et il y a des gens qui portent le voile parce qu'elles sont très pieuses, et voilà, par pudeur, ou parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement pour être tranquilles. Il y a plein de motivations. Mais le voile a un sens autonome de la volonté de celle qui le porte. En soi, le voile, ça veut dire il faut invisibiliser la femme, qui est vue comme sexualisée. C'est pas les hommes qu'on voile, et c'est pas Dieu qui demande qu'on voile, c'est les hommes qui imposent aux femmes de se voiler. C'est même pas dans le Coran. Ouais, il y a des débats infinis pour savoir si ça y est ou si ça n'y est pas. Donc on peut considérer que ça y est ou que ça n'y est pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut interdire le port du voile. Incroyable. Incroyable. On est rue du Faubourg Saint-Honoré quand même. C'est magique. Et alors, vous me dites que vous recevez des messages de...
En fait, en fait, de par mon propos, je suis en lien avec effectivement les représentants de toutes les religions, des 3 religions. Et j'ai un dialogue avec elle. En fait, je suis le athée qui pense le plus à Dieu. Je fais que ça du matin au soir à travers toutes ces affaires. Et depuis maintenant un paquet de temps. Mais j'adore parler avec des hommes des 3 églises. Parce que c'est des gens de culture qui ont réfléchi, qui ont une réflexion. Enfin, il n'y a qu'avec eux que je peux pousser mon raisonnement. Parce qu'ils enfin, je m'enrichis auprès d'eux, en fait. Je ne pense pas qu'en ait un plus grand que soi pour toute la vie. Enfin, moi, en tout cas, quand on n'est pas croyant, on est obligé de l'inventer à chaque partie de sa vie. Oui, ça peut être l'hédonisme, l'amour, le plaisir, le désir, et puis ensuite l'amitié, et puis autre chose, le doute. Pour moi, c'est le doute. C'est précisément, c'est qu'il n'y a pas de sacré. C'est de douter, Mais si le christianisme a reculé pendant des années, ce qui est le cas là depuis un siècle, c'est bien qu'il devait y avoir quelque chose de plus grand qui attirait ces gens qui se détournaient. C'est tout le propos de mon livre, c'est de dire le christianisme recule. Oui, mais il m'en remplace par quoi? Et il y a une religion qui prend un peu la place, quoi. Il y a un retour du fait religieux, en tout cas. Et donc, là, ça me pose problème. Après Dieu. Eh ben, c'est toute la question de ce livre, précisément. Mais en tout cas, faut faire gaffe. Parce que si le fait religieux revient avec autant de violence qu'il y a des siècles, c'est un problème. Et de manière, avec une telle prédation sur la liberté humaine, après tous les progrès qu'on a fait pour faire entrer la religion précisément, et elle veut, alors s'agissant du christianisme, elle ne veut plus en sortir. Elle n'a pas du tout envie de se mêler des affaires publiques, en tout cas en France, dans d'autres pays ici. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Je ne suis pas d'accord sur tout. Je ne dirais pas les choses toujours de la même façon, ça c'est vrai, mais... Enfin, quand on disait il y a quelque chose de plus grand que l'homme, c'est vrai qu'en théologie on dit l'homme est capax Dei, il est capable de Dieu de découvrir qu'il y a en lui quelque chose, ou avec lui quelque chose de plus grand que lui, qui fait. Alors la foi commence là-dessus. Mais la foi, c'est le même mot que la confiance, c'est un acte de confiance. On parle de la nostalgie du ciel, certains n'aiment pas cette expression en disant c'est comme si on se désintéressait du monde d'ici, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, le christianisme ne donne pas cette image-là quand on voit la façon dont les ordres religieux, notamment, ont pu naître. On prend un Saint Vincent de Paul qui réagit à des misères qu'il voit autour de lui, des manques d'éducation, manque de soutien des personnes âgées. Il y a le christianisme, enfin la naissance des écoles, tout un tas de choses. Le christianisme a joué un rôle ici, puis à un moment, l'État a pris ce rôle, donc le christianisme a travaillé d'une autre façon là-dessus. Mais c'est vrai que la perspective, c'est la perspective du ciel. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ici, aussi tard. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. J'étais très ému de revenir ici. Je sais. Alors, voilà, un petit bureau. Ah ouais, en plus, c'était cité là. Tout à l'heure, dans la voiture, on parlait de votre parcours. On s'en était arrêté à la fin de l'école de droit. Ouais. Et vous le racontez, coup de peau extraordinaire. Coup de peau, coup de chance, la magie de l'annuaire. Exactement. Bah oui, parce que moi je viens de nulle part, donc mes parents ils connaissaient personne, mais vraiment personne. Donc en fin de licence, à la fac on a 4 mois de vacances en gros. J'ai pas d'argent pour aller en vacances 4 mois, donc je me dis je vais faire un stage. Et comment faire un stage quand on ne connaît pas d'avocat? À l'époque, la profession est quand même plus bourgeoise qu'aujourd'hui. Moins ouvert. Un peu moins ouverte. D'accord. Et donc, je pense que ma mère ou mon frère m'a dit je prends un annuaire. Il y avait encore des annuaires papier à l'époque. Et puis voilà, t'as qu'à appeler quoi.
Comme ça. Et je sais pas si elle disait ça en rigolant ou pas, mais moi j'avais pas mal de candeur. Et donc, je fais ce qu'elle me dit. Donc je prends un annuaire et puis bêtement je fais ça. L'optimisme, voilà. Et je tombe sur un avocat, alors je m'en profite, je lui rends hommage, qui s'appelle Jacques Zazo, qui travaille au cabinet de Serge Hoffman. J'appelle. Bonjour. Et bonjour, voilà. Le type devait être un peu fou, il me dit oui, venez. Sans même me voir, quoi. Venez passer un mois, quoi. Je sais pas, ça se faisait encore comme ça. Et je passe ce mois, ça se passe bien. Je lui sers pas à grand chose parce qu'on ne sait pas grand chose en fin de licence. Mais en tout cas, je connais un avocat. Ah, ça y est. J'en connais un. Voilà. Et un an plus tard, quand je réussis le concours d'entrée à l'école des avocats, je le rappelle, lui, puisque j'en connaissais pas d'autres, pour lui dire mais moi je voudrais faire un stage en pénal. Mais je connais personne, que tu connaîtrais pas quelqu'un. Elle me dit si, je connais bien le principal collaborateur de Georges Kejman. J'étais avec lui à l'école. Et je l'appelle. Et puis alors là, j'y vais accoutré n'importe comment parce que j'ai aucun code de rien. Et en fait, par chance, il ne peut pas me recevoir parce que il doit partir à une audience de référé hyper urgente. Kejman ou le... Alors non, c'était son collaborateur. Voilà. Et donc Kejman je pense qu'il était déjà devenu ministre à cette époque-là. Parce que c'est le début des années 90, donc c'est le moment où il est ministre, de culture et de justice, les deux. Et donc il part en référé, donc je reste comme un idiot dans la salle d'attente. Puis du coup, ils se sentent un peu coupables, ils me prennent. Mais sans même... ce n'est que ça. Et donc voilà comment débute ma carrière. Donc vous vous retrouvez chez lui. Et je me retrouve chez lui, donc je fais mon stage. Bon, puis là, pour le coup, je donne satisfaction. Là, je commence à travailler. Là, je paye. Là, je commence à travailler 12 heures par jour. Et week-end compris. Et c'est un métier dur, c'est long à apprendre. Et le stage se passe bien, il y a un truc qui se passe. Je rencontre quelque chose pour lequel j'ai des aptitudes. Et c'est parti. Et après, donc, je suis embauché comme collaborateur. Je vais y rester 7 ans. Donc, j'ai 23 ans à l'époque, je suis jeune. Et après, je vais m'installer là avec mes 2 copains. Et alors, dans ces 7 ans, j'apprends mon métier. Et vous rencontrez un mentor. Et puis un homme extraordinaire. Alors, parce que quand vous arrivez chez lui, mal accoutré, en tout cas avec son associé, son collaborateur, vous savez ce qu'il représente quand même? Ah oui. Ça, je sais que j'ai touché le Graal. Oui. C'est pour ça qu'en fait, là, je me pose plus de questions. Je me dis pas, tiens, je vais continuer à faire une thèse parce que je voulais faire toujours preuve de droit, moi. Donc là, j'arrête. Et puis là, je m'y mets, quoi. Et là... Alors il se trouve que le collaborateur en question, Bernard Artevel, était très pédagogue. Il aimait ça. Donc il me transmet. Et puis après, Georges revient. J'ose à peine lui parler. C'est un dieu vivant pour moi. Il est tellement élégant. Il a toutes les femmes de Paris. Et c'est l'avocat le plus éloquent. C'est un homme, quand il passe à la télé, il est fascinant. Et il a le verbe haut. Il a une culture universelle, j'ose à peine lui parler, c'est un demi-dieu, quoi. À un moment, au bout de 7 ans, il faut que je parte, pour plein de raisons, et je ne sais pas quoi faire. Alors, le cabinet, donc 2 étages au-dessous de ses anciens collaborateurs, me propose d'être associé, où il y a des copains qui s'installent, et je ne sais pas où j'en suis. Et lui, est-ce qu'il faut que je le rejoigne lui? Et je vais le voir. Et c'est les grands moments de la vie où vous avez un choix à faire et vous savez que ça va être déterminant dans votre vie et c'est terrifiant en fait. Puis j'avais 28, 29 ans donc c'est dur. Et lui me dit mais Richard, moi je vous embauche, je vous prends, il n'y a aucun problème, vous montez les 2 étages. Mais Richard, dans la vie, il faut s'amuser. Et à l'instant où il me dit ça, je sais où j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller avec mes copains. Et cette phrase m'est restée à chaque période de ma vie où j'ai eu des choix à faire. Et j'ai toujours suivi cette règle-là et je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Parce qu'en fait, on est bon quand on s'amuse. Il y a 1000 sortes d'avocats sur 1000 sujets. Vous dites, tiens, moi je vais faire du droit de la presse. C'est ça que vous faites. Ouais. Là aussi, vous ne l'avez pas décidé?
Là aussi, Si. ça vous tombe... Ah si, ça oui. Ça, alors là, non, c'est à moitié de la chance. En fait, je suis élève avocat. Ouais. Mais c'est dur de... Vous n'allez pas me croire. Mais moi, je vous crois. C'est une succession de hasards. Je suis élève avocat. Ouais. On doit faire un stage en juridiction. Ouais. On arrive au palais, on dit bah toi tu vas aller à la 17e. Je sais pas ce que c'est la 17e. Ah oui, Et c'est la chambre de la presse. Oui, c'est ça. Donc c'est pas là vraiment, c'est le hasard. Et ça me plaît. Mais après, tant que je deviens avocat, c'est des moments magiques à un niveau intellectuel. Ah bah ouais. Ah ouais. Ah oui, parce que c'est un peu, en plus à l'époque, c'est vraiment la chambre des débats de société, où il y a les journalistes, les débats intellectuels, les hauts magistrats. C'était génial. Mais au début, je fais tout quand je suis avocat. Je fais du divorce, du droit du travail. Puis en plus, c'est vachement moins spécialisé qu'aujourd'hui. Donc, on fait plein de choses. Et puis, je suis collaborateur, donc j'ai mes affaires perso. Je fais des comparutions immédiates. Je fais... Oui, vous avez tout fait. C'est-à-dire que moi, j'ai on tout vous fait. connaît pour ces sujets-là, mais Moi, vous j'ai avez tout goûté fait. à tout. Vraiment, j'ai défendu des petits délinquants, tout, quoi. La vie d'un avocat. Et puis... Au bout, quand je pars, que je m'installe, là, je fais le constat que le pénal, c'est trop dur pour moi. Il y a trop d'implications humaines. Aller voir les gens partir en prison, ça me fait trop mal. C'est violent, c'est agressif, y compris avec les magistrats. Et je veux me protéger. Je le vis mal. Aller en prison tous les week-ends, ça m'écrase. Je vais défendre des causes plutôt que des hommes. Et comme ça, je vais éviter la tragédie. Voilà. Et ben c'est raté. Et il se trouve que à l'été 92, emmené par Philippe Val, On remonte Charlie. Cabu, Volin, Cavana, voilà, il décide de remonter Charlie avec Renaud. Oui. Renaud. Qui est très généreux d'ailleurs à l'époque, c'est un peu grâce à lui que ça se fait l'aventure parce que c'est le seul qui a un peu d'argent. Et donc, ils arrivent à l'été. À l'été, c'est moi qui fais la permanence au cabinet, donc j'y vais débarquer. Et là, je sais même pas quoi faire, quoi. C'est des monstres sacrés. Parce qu'ils ont un premier procès sur le titre, Charlie Hebdo, immédiatement, dès que ça reparaît. Le jour où ça reparaît, bam, ils se font un référé, ils ont un procès, on leur conteste la possibilité d'utiliser le titre. Alors en plus, c'est un domaine que je maîtrisais pas du tout, le droit d'auteur. Mais bon, voilà, mes patrons me donnent quelques conseils, je m'en sors, en tout cas dans le rendez-vous, dans l'entretien avec eux. Et c'est comme ça, c'était il y a 33 ans, et ça continue aujourd'hui encore. Il y avait aussi les gens qui nous regardent, ont peut-être vu passer derrière nous, vous avez une sécurité, toujours autour de vous. Vous avez vécu des moments très difficiles, évidemment en 2015. Est-ce que tout ça, cet environnement, ce cadre, vous fait dire parfois j'arrête ? Allez, je vais faire du civil, je vais gagner de l'argent. Ça, je peux pas dire que ça m'est jamais... Alors, gagner de l'argent, non, parce que je sais pas comment on fait. Donc, j'ai renoncé à cette... Vous avez bien des collègues qui peuvent vous apprendre quand même. Oui, il y en a qui ont essayé, mais bon, ça marche pas. Donc, c'est comme ça. Mais oui, ça m'est arrivé en 2015 en particulier, oui, clairement. Parce que là, c'était vraiment... Il y a un moment, on a tous des limites, quoi. Est-ce que des dessins parfois vous choquent ? Mais bien sûr, et même dans Charlie. Est-ce que vous pouvez parfois avoir une volonté d'interdire des choses ? Et il faut travailler contre ça. C'est beaucoup plus rare. Encore une fois, quand vous n'êtes vraiment pas d'accord et vous dites non mais là ben oui, mais il faut penser contre soi. Je ne suis pas juge du bon goût. Il y a des dessins, et dans Charlie aussi, que je trouvais de mauvais goût. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Mais je ne veux pas interdire. On ne peut pas interdire tout ce qu'on trouve être de mauvais goût, parce que chacun ici, on a une appréciation différente. Donc très vite, on interdit tout. On est aux 2 rue du Pont de Lodi. Ouais. C'est là, il me semble. Hein. Ouais, c'est là. Il va y avoir une maison du dessin de presse. C'était Wolinski qui... Ah, il doit y avoir, c'est pas sûr. Il doit y avoir, ouais. Ça va se faire, mais apparemment, ça prend du temps. Ouais, c'est ce qu'il me semble, ouais. J'ai les mêmes informations que vous, oui. On m'en parle depuis longtemps. Ouais. Donc, pourquoi ça se fait je l'attends. Pourquoi ça se fait pas ? C'est si compliqué que ça ? Alors, je sais pas, mais je sais que c'est compliqué, oui. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça fait peur. Et ça me peine.
Parce que si c'est pour faire du dessin de presse gentil, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Aucun. Autant rien faire. Moi, je veux qu'il y ait des caricatures. Non, mais moi, qui en est, c'est très bien. Qu'il y ait la poire de Philippon, du 19e siècle, le 20e, très bien. Mais s'il n'y a pas des caricatures des religions actuelles, alors... Ah, et vous pensez que c'est là-dessus que ça bloque? Il y a des débats, oui. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Oui. En fait, on ne gagne rien à renoncer. C'est ce qu'on ne comprend pas. On ne fait que préparer les attentats d'après, les guerres d'après. Et ceux de Charlie, est-ce qu'ils avaient conscience du pouvoir qu'ils avaient ou ils continuent à faire ça de manière désinvolte et pour rigoler? Je l'ai raconté 1000 fois. On l'a fait 10 ans avec les prêtres et l'Église et les églises chrétiennes. Des trucs horribles, vraiment. Je ne peux même plus les décrire tellement c'était monstrueux. Et donc ça veut dire qu'ils ne se rendaient pas compte pas du mal ou pas. On a gagné. On a mené ce combat, vraiment. Pendant les années 90, on a fait évoluer la jurisprudence, on a gagné. Ensuite, quand l'actualité est venue sur l'islam, on a fait exactement pareil. Non, ils ne se rendaient pas compte. Pour nous, c'était la même chose. Mais je ne me rendais pas plus compte. On continuait à faire ce qu'on avait fait. Et tout le monde, ça faisait rire tout le monde à l'époque, quand c'était les chrétiens. C'est vrai, c'est la réalité. Tout le monde était, tout le monde nous applaudissait en fait. Donc nous on n'a pas vu le truc. Hein. La première, c'est au tournant des années 2000 que ça a commencé à se tendre. La première fois, c'est évidemment avec les caricatures de Mahomet, où là, il y a une prise de conscience. Certains d'entre nous, et pas tous, même une minorité, Philippe Val a commencé à se dire c'est chaud, il y a peut-être du danger. Elisabeth Badinter aussi. Moi pas. Ah ouais. Franchement non. On était encore dans on se rend plus compte, mais on est en 2006-2007, on est encore dans la légèreté, l'insouciance. Oui, c'est plus dur, il y a plus de critiques, on est lâché un peu, mais on n'est pas peur. Moi, je me dis, à propos de Philippe, ils exagèrent. On est en France quand même, quoi. On est en France, en l'an 2000, ça va. Ouais. À quel point vous êtes devenu un autre homme? Certains disent, j'avance, j'ai changé, d'autres disent, je me suis transformé complètement. Il y a un avant et un après de 2015. Ouais. Ça oui, et puis surtout, c'est bizarre, ça développe ses effets de plus en plus profondément en fait. C'est-à-dire avec le temps qui passe. Donc ça ne c'est plus le temps passe, plus les effets sont lourds. Je les ressens plus aujourd'hui qu'en 2015 en fait. Ah bon? Ah ouais. Oui, il y a quelque chose comme ça. Oui, il faut du temps pour que la tragédie vous imbibe l'ADN en fait. Il y a un cas en ce moment qui ne se règle pas devant les tribunaux. C8, fallait-il supprimer la chaîne? Oui, non, mais je ne vais pas répondre à ça, j'en sais rien. Si, pourquoi pas? Pas le dossier. Alors déjà, si je veux vous répondre honnêtement, oui. Il faut que je vous dise d'où je parle. Et en réalité, je suis l'avocat, pas de C8, mais d'Énergie 12, qui est l'autre chaîne, depuis 20 ans. D'accord. Donc forcément, si on veut considérer que je ne suis pas objectif, c'est possible. Oui. Il y a un sujet. Je ne sais pas s'il fallait l'interdire ou pas l'interdire. Franchement, je ne connais pas assez bien le dossier pour vous répondre de manière sérieuse. Mais il y a un sujet d'une chaîne qui ne respecte pas une fois, ça arrive, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ses obligations. Il y a un moment, c'est toujours la même chose. Ou alors on dit, il y a des règles et puis tout le monde s'en fout, comme dans d'autres domaines, et puis il n'y a plus aucune autorité pour faire rien respecter. Mais
si on veut qu'il y ait quand même un peu un semblant d'autorité de l'État, quand des règles sont posées et ne sont pas respectées par des opérateurs qui n'ont pas un droit à vie à avoir une fréquence, mais qui repassent devant une commission tous les 10 ans pour voir s'ils ont respecté les règles et donc pouvoir à nouveau bénéficier d'une concession. Bon, voilà, il y a une logique à ne pas redonner une concession à quelqu'un qui viole ses obligations juridiques. À la place de juriste, je comprends. Il est là, hein. Eh oui. Il est dans la nuit. Il est là. Ah, j'ai aimé cette nuit. Ouais. Ah ouais, c'était génial. C'était génial. Vous avez choisi le ponton et après, vous avez le droit de faire quoi? Vous avez le droit d'aller où? Pour écrire ceci. Voilà. Alors, j'ai le droit de tout faire. Tout. Ah bah tout. Et là, vous racontez, vous avez un paragraphe, vous racontez. Ah bah oui, j'ai hurlé, j'ai couru, je me suis allongé. Là, je suis seul dedans. Ils ferment les portes. Ah, il ferme les portes. Ah bah, il y a les caméras quand même, on doit bien vous regarder. J'ai pas voulu savoir parce que sinon j'aurais pas fait ce que je voulais. Voilà. J'espère que ces images ont été supprimées. Si on les retrouvera dans 50 ans pour l'histoire. Et puis 21h, voilà, ils ferment la porte. Et là je suis tout seul. Jusqu'à 7h du matin. C'est génial. Honnêtement, c'est magique. C'est incroyable, avoir un bâtiment comme ça. Alors l'étage, la crypte, tout. Ah bah je descendais, oui, je remonte. Alors non, j'avais pas le droit je pouvais pas monter. Ah oui, tout en haut, oui, on pouvait pas. Mais alors lui, c'est un monsieur que j'adore. Et je ne lui ai jamais dit. Bah c'est l'occasion. Je vous aime énormément. Merci madame. Je vous aime. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous êtes, avec tout ce que vous avez vu et entendu. Bah, merci. Vraiment. Je pense vraiment. Très gentil à vous. Surtout que je m'appelle Salma. Eh ben merci. Ça me touche. Merci beaucoup. C'est ça qui fait qu'on reprend et qu'on continue. Oui, ça donne du courage, effectivement. Ça motive. Mais c'est tout le temps. C'est vrai? Ah, c'est vraiment tout le temps. C'est vraiment tout le temps. Et c'est pas parce que ça me fait plaisir que je le dis. S'il y a un peuple qui se sent seul, pas représenté, c'est fou. On les a laissés tomber en fait. C'est un peuple de gauche aussi, de profs, ils viennent me voir tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On est tout seul. On se sent moins seul. Mais il n'y a pas d'expression politique en fait de ça. Il n'y a pas d'offre politique qui correspond à ça, à ce peuple-là. Et ça m'énerve. Ouais. Ouais, c'est ça qui m'énerve en fait. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Hein. Avec la croix qui a été enlevée, remise, au gré des changements d'affectation. La croix et le drapeau. Vous êtes pour changer le fronton aussi? Aux grands hommes et femmes? Non, ça non. Non, ça englobe. Ah, c'est vrai que c'est pas très équilibré en termes de genre. Non. Ça, on fait des efforts, ça va un peu mieux quand même. Mais oui, c'est très très largement déséquilibré. Vous, et ce serait peut-être ma dernière question, vous constatez beaucoup les problèmes. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui. C'est le dernier chapitre. Ouais. Oui, mais j'ai l'impression que les grands mots, les grandes idées, elles suffisent plus, quoi. Est-ce qu'il faut de la fermeté, Vous voyez, on en est peut-être là, malheureusement. Plus on attend, plus c'est dur. Ouais. Donc, oui, il faut. C'est pour ça que on se rejoint, parce que je finis en vous parlant de politique. Ouais. On n'en sortira pas sans un mouvement politique. Il faut une ambition et une volonté de puissance. Un souffle, une volonté de puissance en fait, mais au sens nietzschéen du terme. Une ambition qui va au-delà de nous. Parce qu'on est ça dans ce pays. Il n'y a pas beaucoup de pays qui représentent une idée universelle. Et il faut une ambition pour le monde
est-ce qu'on est encore capable de l'avoir? Sinon, on disparaîtra, on sortira de l'histoire. Et là, pour le coup, les choses vont vite aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a encore la volonté d'être puissant? C'est pas évident, hein. Mais ça peut. Merci Richard Volka, merci d'avoir passé la soirée avec nous. Merci à vous. Et si vous voulez savoir ce qui se passe là-dedans, il faut lire ça. Hop, il est là, après Dieu. C'est comme toujours, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous.